Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce troisième webinaire qui va être consacré à l'évaluation de la qualité de son service client. Premier test d'abord, vous voyez ici sur le côté, ça nous permettra de récupérer aussi les retardataires. Toute la partie où vous allez pouvoir interagir avec nous, une partie de chat pour pouvoir dire bonjour. Donc là, vous pouvez dire bonjour par exemple et me dire que vous m'entendez surtout. Ça va me permettre techniquement de voir ce qui se passe. Donc, allez-y, sentez-vous à l'aise. Ah, super, merci Jean-Richard, merci René, merci Julie. Magnifique. Donc, on entend bien visiblement. S'il y a des problèmes techniques qui peuvent être très personnels, dans la partie questions, je crois, Livestorm permet de tester justement sa connexion, son son. Donc, ça a l'air de marcher. Donc, le chat va nous permettre essentiellement d'interagir, surtout pour se dire bonjour et se dire au revoir. Dans la partie questions, et ça, il faut vraiment l'utiliser au fur et à mesure de la conférence, du webinaire. Posez vraiment vos questions. Il n'y a aucune question idiote, il n'y a que des réponses stupides. Surtout qu'on va parler d'un sujet aujourd'hui où je risque de m'emballer un petit peu sur des KPI, hein, donc des indicateurs clés de performance. Donc, il se peut très bien que tout à coup, il y a un mot un peu anglais ou une statistique qui m'échappe. Donc, il faut vraiment poser les questions au fur et à mesure. Et soit je peux les traiter au fur et à mesure, ce que je vais essayer de faire le plus possible, et sinon, eh bien, je les reprendrai à la fin également pour y répondre. Vous voyez la partie sondage. Pour l'instant, il ne doit rien y avoir dedans, en tout cas qui nous intéresse nous. Par contre, je vais vous solliciter au fur et à mesure de la matinée pour vous poser des questions, et ça nous permettra aussi d'interagir un petit peu plus. Voilà, donc je crois que on est déjà assez nombreux et je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui sont inscrites pour le recevoir en replay. Ce que vous-même, vous pourrez faire dès la fin du webinaire, vous recevrez un mail pour vous dire que vous avez accès au replay. Et pour vos collègues éventuels, parce une fois le webinaire passé, vous dites tiens, ce serait été bien que Julien ou Nathalie le voient, ils pourront s'inscrire après coup pour voir le webinaire à distance, enfin en différé, voilà. On va essayer de parler français. La seule limite, ce sera qu'ils ne pourront pas échanger, poser des questions. En termes de timing, j'ai prévu à peu près 30-35 minutes de présentation-échange, et puis on se réserve ensuite 5-10 minutes à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Ça veut dire qu'à 11h45, c'est terminé, et donc vous pouvez vous préparer pour aller manger en terrasse, puisqu'il fait plutôt beau. Voilà. Je vais, de mon côté, lancer la présentation. Et donc, vous allez me voir en plus petit en bas, normalement, voilà, si tout fonctionne bien. Ça fonctionnait il y a 10 minutes, donc ça devrait fonctionner. Et on va pouvoir lancer donc ce troisième webinaire, puisque, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, il fait partie d'une série de 3 webinaires que nous avons lancés. Donc, hop, voilà, on y arrive. Et techniquement, ça fonctionne. Ça devrait jouer maintenant. Ça joue. Parfait, super, merci beaucoup. Bon, la question est assez large. Hein. Peut-on vraiment mesurer la qualité délivrée par son service client? Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec vous l'aspect méthodologie que vous pourrez évidemment adapter en fonction de vos cas, puisque j'ai choisi le mot service client, mais j'aurais pu mettre helpdesk, hotline, call center, tout ce que vous pouvez imaginer. Helpdesk, hein, très à la mode depuis quelques temps. Et je ne prétends pas, par contre, déterminer tous les éléments qu'on va prendre, mais ça, ce sera une question sur laquelle on va revenir. Comme je vous l'ai dit, ce webinaire fait partie d'un cycle que nous avons institué depuis le mois de mai, qui tourne autour du pilotage de la relation client. Le premier était consacré plutôt à l'écoute, client et collaborateur. Le deuxième à la vente, même si le mot vente, et d'ailleurs on en parle dans le webinaire, c'est pas forcément quelque chose de très aimé, on va dire en Suisse. Donc c'est plutôt la vente conseil et la vente orientée client. Donc il ne s'agit pas d'être vendeur pour suivre ce webinaire. Et puis comme je vous l'ai dit, vous-même, vous qui suivez aujourd'hui ce troisième webinaire, vous pouvez toujours vous inscrire aux 2 autres pour pouvoir les voir en différé. Très rapidement, Altamedia, puisqu'on est assez nombreux à se connaître, je crois, parmi les participants. Donc, j'ai la chance d'avoir créé Altamedia il y a maintenant 17 ans. Nous sommes une petite agence, nous sommes 5 salariés et on fait intervenir une dizaine d'intervenants, que ce soit consultants ou formateurs, notamment pour les audits de services clients. Il peut arriver qu'on fasse appel aussi à des spécialistes, par exemple, du e-commerce pour
évaluer un service client spécifique e-commerce. Ça nous est arrivé déjà. Nous avons 3 grands domaines d'activité et puis finalement, on répond à 3 grandes questions. C'est est-ce que vous souhaitez connaître la qualité de votre relation client? Donc, soit on peut analyser des interactions clients réelles, on peut être amené, alors je dis toujours le plus rigolo dans notre métier, à jouer les clients mystères, et puis les enquêtes de satisfaction, donc à la fois client, collaborateur. Vous pouvez aussi être amené à améliorer votre relation client, donc ça peut se faire par le biais de formation ou d'accompagnement, donc de missions de conseil, essentiellement autour de tout ce qui tourne autour de la qualité de l'accueil et des services clients, et bien sûr plus largement autour de l'expérience client, notamment le Customer Experience Workshop qui fonctionne pour ça. Et puis pour ceux qui souhaitent avoir plus de clients, et là c'est vrai qu'on est de plus en plus sollicité, suite à la crise, il y a pas mal de gens qui veulent à la fois fidéliser leurs clients puis en développer plus pour la rentrée. Ça peut être à la fois par la phase de formation et d'accompagnement, donc d'accompagnement personnel ou de manager. Et puis, on a une nouvelle prestation. Alors, nouvelle, je dis ça, maintenant, ça fait 5 ans quand même, où nous effectuons des appels pour le compte d'autres clients, soit pour, les exemples que j'ai donnés, trouver des nouveaux membres pour la Chambre vaudoise de commerce, inciter des entreprises à effectuer des audits énergétiques, par exemple pour SIG, ou encore trouver des sponsors pour le Club des patineurs de Meyrin, qui est le plus grand club de patinage à Genève. Je suis désolé pour Servette, mais c'est en nombre de licenciés. Mais pour le reste, on pourra en parler. Voilà, c'est tout pour Altamedia. Le but, c'est pas ça. J'ai préparé mon intervention en 3 grandes parties. Ceux qui connaissent savent que je suis un fan d'Aristote, donc c'est toujours avant, pendant, après. Et là aussi, ça va vraiment s'appliquer pour la mesure délivrée par un service client. Et toujours la phase qui, pour moi, est la plus importante, la préparation. Alors, ceux qui ont suivi le webinaire la semaine dernière vont croire que je recycle. Ben non, je suis fan de Simon Sinek, donc oui, je vais même remettre ce livre plusieurs fois dans plusieurs présentations. Pourquoi est-ce qu'on veut connaître la qualité délivrée par son service client? Je suis toujours assez surpris de voir des sociétés qui nous contactent. Et évidemment, moi, c'est à peu près la 2e ou la 3e question qui vient. Et puis, quand j'ai des réponses du genre ah, c'est juste pour savoir à peu près où on en est, ça me gêne toujours un peu. Alors, c'est déjà bien, parce qu'au moins, on répond. Certains, c'est un petit peu plus long pour répondre. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Ça peut être pour être sûr de bien faire, parce que finalement, on est toujours assez isolé dans un service client. Donc, qu'est-ce qu'on vaut finalement? Et là, il y a l'aspect benchmark, comparaison, qui va être aussi très important dans l'analyse. Bon, là, ce sont surtout, effectivement, les instituts externes comme le nôtre qui vont pouvoir vous donner ces informations-là. Si vous le faites à l'interne, c'est un peu plus compliqué de se comparer. Ça peut être pour valoriser le service. Alors, quand je dis valoriser le service, c'est aussi bien auprès des autres services, auprès de la direction, regarder ce qu'on fait, en gros, c'est ça, mais aussi à l'interne. Parce que mesurer la qualité, c'est aussi envoyer un signal fort à ses collaborateurs en disant, voilà, on est déjà bon, mais on se fait mesurer et on se mesure pour savoir comment est-ce qu'on peut encore s'améliorer. Pour obtenir plus de moyens, je suis assez cash dans mes présentations, je crois que ceux qui me connaissent le savent. Oui, ça peut être aussi, regarde, j'ai que 12 collaborateurs, on a des volumes d'emails et de chat et de téléphone qui sont comme ça. Quand on a créé le service client il y a 3 ans, c'était très bien. Aujourd'hui, ça ne correspond plus. Donc, voilà pourquoi il me faut plus de moyens, ou il me faut des outils de chatbot ou de self en général, parce que mes collaborateurs passent beaucoup trop de temps à répondre à des questions basiques, alors qu'ils pourraient faire de la vente, de la proactivité ou autre chose. Pour attribuer des bonus-malus à des prestataires, là aussi, quelque chose qui me surprend toujours, je connais des sociétés qui confient des dizaines de milliers d'appels, de chats et d'emails à des prestataires externes et qui ne mesurent jamais la qualité. Et quand je leur pose la question, ils disent « Oh, mais t'inquiète pas, quand il y a une réclamation, ça nous revient assez vite aux oreilles. » C'est un peu dommage, parce que peut-être qu'il y a 20%, j'espère que ce n'est pas 20%, mais 20% de gens qui ne sont absolument pas satisfaits du service donné, de la réponse donnée. On verra tout à l'heure quels sont les éléments qui peuvent donner ça, mais qui ne le disent jamais finalement aux prestataires, aux mandants. Ils le disent aux prestataires, mais pas aux mandants. Et donc, vous n'en savez rien. Culturellement, c'est très fort en Allemagne et en Autriche. Ça commence un petit peu en France, de se dire, attends, je donne 15 millions par an à cette société, la moindre des choses, c'est de prendre sans téléphone, sans enregistrement, sans email, et de les évaluer. Donc ça peut être aussi une partie. Donc pour pouvoir mieux se vendre, donc là je me mets cette fois à la place du prestataire, je me fais mesurer pour dire ensuite à mes clients, de dire regardez, j'ai un service level de 93, 95 et de 80% des appels pris en moins de 30 secondes, et c'est pas nous qui le disons, c'est un organisme extérieur,
ou alors nous, on le mesure tous les mois, voilà. Etc. Il y a plein de raisons possibles. Et puis, je dirais la principale pour s'améliorer. Quelles que soient les réponses qui sont avant, je pense que pour s'améliorer, c'est quand même le plus important. Parce que sinon, on a une photographie qui ne sert pas forcément à grand-chose. Alors, attention quand même au biais d'objectif. Ça veut dire quoi, un biais d'objectif? Ça veut dire que c'est important de savoir pourquoi on le fait, mais il ne faudrait pas non plus, donc c'est important pour pouvoir cadrer les choses, le risque, c'est que de partir dans une subjectivité. Dire, ah ben oui, là, je fais cette étude pour montrer à mon responsable qu'il me faut des moyens en plus, puis tout à coup, on s'aperçoit que finalement, les collaborateurs, ok, il y a quand même 30% de leur temps, on ne sait pas trop ce qu'ils font, j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs, ça va être difficile. Et du coup, cette statistique-là, je vais la cacher. Non, il faut bien sûr un objectif, c'est un peu comme une recherche universitaire, on pose une hypothèse de travail, et ensuite cette hypothèse, elle peut être vérifiée, mais elle peut être falsifiée aussi. Là, c'est exactement le même principe. Donc, il faut être suffisamment ouvert, c'est pour ça que j'ai dit une objectivité scientifique, à s'attendre aussi à avoir des résultats qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que je cherchais à faire. Voilà, donc, ça, juste attention aux biais. Et comment est-ce qu'on peut limiter ces biais, justement? Il y a deux grandes catégories. D'abord, sur les personnes, impliquer la direction. Ça va permettre de limiter les biais, j'y reviendrai tout à l'heure. Mettre en place un comité de pilotage. Alors, j'ai mis copile parce que c'est un mot que je vais pouvoir utiliser plus tard. Comme ça, au moins, vous voyez de quoi je parle. Pourquoi? Simplement parce qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul et que ça va vous permettre de prendre l'ensemble des éléments à analyser, alors que si je suis seul, peut-être que je vais en manquer un ou deux. Donc, prendre des gens qui sont un peu différents, confier l'analyse aussi à des personnes qui sont non impliquées. Il m'est arrivé de faire l'analyse avec quelqu'un qui était un des responsables du service client. Je pense que c'était une vraie catastrophe parce que à chaque fois que je lui faisais remonter les informations, la phrase type c'était « Ah oui, mais ça on le savait déjà. Ah oui, mais ça je… » En fait, il essayait de bloquer l'info pour pas que lors de la séance en comité de pilotage, je donne ces informations-là, parce qu'il pensait que ça mettait, lui, sa compétence en jeu et son professionnalisme en jeu. Alors que ce n'était pas le but. Donc on en a discuté ouvertement, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je lui donne le feedback, que c'était plus possible de lui faire remonter les infos et qu'à chaque fois, tout était prévu. Alors dans ce cas-là, pourquoi nous avoir mandaté sur une grosse mission, en plus, une quinzaine de jours d'analyse? J'y reviendrai, des petites analyses peuvent se faire en 4 ou 5 jours de travail. Là, c'était un gros plateau. Et les méthodes aussi permettent de limiter les biais. J'y reviendrai aussi dans le détail, dans la phase d'analyse. Il est très important d'obtenir toutes les données à la source, obtenir les sources brutes. Ne faites pas confiance au service marketing, au service informatique qui vous donne les statistiques officielles pour votre service client, parce que peut-être même de bonne foi, ils vont vous donner des éléments qui sont faux. Donc, lorsqu'on fait une analyse et qu'on va chercher des chiffres, des données, le nombre d'emails, le nombre de téléphones pris par heure, etc., ou présentés plutôt, moi, j'aime bien aller chercher les données directement dans le central. Alors maintenant, tout est virtuel, mais en tout cas, à la source. Et là, au moins, on est sûr d'avoir les bonnes données. Définir clairement le scope, autrement dit, qu'est-ce que j'analyse exactement, le périmètre de l'action, et puis qu'est-ce qu'on n'analyse pas. Je pense qu'on peut passer 40 jours à analyser les résultats d'un service client. C'est important, en fonction de votre objectif, de dire oui, ça on fait, ça on ne fait pas. On peut le faire en tout cas plus tard. Ça peut être faire partie des préconisations, d'ailleurs, c'est de dire, OK, j'aimerais que vous analysiez le service level juste en comparaison grossière d'une année à l'autre. Puis après, peut-être que dans le détail, on va se dire, nous, il nous semble que le service level est quand même très, très différent d'un plateau à l'autre, par exemple sur une société qui aurait plusieurs services clients dans plusieurs pays, et il pourrait être intéressant dans une deuxième étape d'analyser ça. Ou alors on le dit dès le départ, et on dit qu'on va comparer la Suisse et la France, ou la Suisse et l'Angleterre, ou encore un autre pays. Et puis dès le départ aussi, c'est clarifier les calculs des différentes statistiques. Qu'est-ce qu'un service level? Qu'est-ce qu'un SLA? Je pourrais y revenir aussi. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est quoi un service level? Donc là, pour moi, c'est vraiment le pourcentage d'appel pris en X secondes. On dit souvent le 80-20, le 80-20 s'il y a des amis vaudois ici, ou d'autres cantons d'ailleurs. Je crois que c'est mixé, 80 et 80. Le SLA, on l'utilise, alors ça c'est un problème dans les services clients, on l'utilise à deux niveaux. C'est à la fois le average, c'est-à-dire la moyenne, mais aussi le agreement, et ça c'est plutôt ce que je vais signer avec mon mandant, mon mandataire, mais on y reviendra. Je vous donne un exemple très simple. Il m'est arrivé, et là j'intervenais personnellement sur ce sujet, de voir que le service level, ou la façon de calculer plutôt un service level chez un de nos clients,
n'était absolument pas celui utilisé en général. C'est-à-dire que pour limiter le nombre d'abandons, autrement dit de personnes qui n'arrivent pas à joindre le service client, il supprimait tous les gens qui raccrochaient après 45 secondes d'attente. Alors bien sûr, on peut mettre un nombre de secondes, hein, mais généralement c'est plutôt entre 3 et 10, ou alors c'est jusqu'à la fin du play, on va dire, du message de l'IVR, hein, du serveur vocal interactif, parce qu'on imagine que si c'est bienvenue à la Banque cantonale de Genève, ah ok, les gens se sont trompés, ou ils disent ah ben, c'est mon banquier qui m'a rappelé, il me rappellera, je peux raccrocher. Et donc là, on va dire ok, tous les abandons avant 10 secondes, on peut considérer qu'on ne les met pas dans la statistique. Mais 45 secondes, c'était quand même énorme. Et évidemment, ça faussait toutes ces statistiques. Et nous, pour le benchmark, on a dû prendre les données à, je crois qu'on avait pris 5 secondes, hein, ce qui se faisait à l'époque, parce qu'on ne faisait pas trop attention à l'IVR. Évidemment, ben, tout à coup, il est tombé à 60% de service level, alors que lui, il pensait être à 85%. Donc, voilà, ça peut être important de le faire dès le départ. Et puis, ben, dès le départ, c'est d'avoir aussi une méthodologie qui soit claire et communiquée. Alors, je ne dis pas forcément qu'il faut avoir la méthodologie que je vous présente ici. Ça, c'est la nôtre. En l'occurrence, elle fonctionne bien pour nous, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres étapes. Alors, évidemment, j'ai basé la présentation aussi sur ces étapes-là. Vous voyez qu'ici, dans la partie préparation, il y a aussi la partie initialisation, observation et collecte. C'est là où on va, et je vais le détailler tout à l'heure, clarifier 2-3 choses. Ensuite, la phase d'analyse, et puis les phases 3 et 4, je les ai regroupées dans cette présentation sous la phase 3 que j'ai appelée action. C'est à la fois les pistes d'optimisation et le plan de mise en œuvre. Je précise que même si c'est notre méthode, évidemment qu'on n'a pas de copyright et qu'on est totalement ouvert. Pour ceux qui veulent recevoir la présentation ensuite, faites-moi un mail simplement ou bien à info@altamedia et vous recevrez la présentation. Il y a une question visiblement, alors je change juste de hop, ici et sous question de Jean-François. Je vois dans le cadre des biais, si on trouve des réponses clients qui sont vraiment extrêmement mauvaises, est-ce qu'elles vont être considérées comme des outliers, c'est ça, outliers, oui, ou est-ce qu'on est prêt justement une assurance privée? Alors là, je dirais que, d'une manière générale, c'est si on a choisi effectivement de prendre, et là aussi on y reviendra, en compte dans l'analyse les inputs clients, autrement dit les enquêtes de satisfaction ou autres, ben c'est à l'intérieur de ces enquêtes-là qu'on va aller chercher les cas les plus graves. Alors, je vais peut-être vous faire une réponse de Normand ou de Biennois, Jean-François. Il y a plein de gens, à la fois d'un côté, je vous dirais attention aux biais statistiques et à ne pas surévaluer effectivement la réponse très négative de quelqu'un. Et d'un autre côté, il y a quand même la partie action dans un service client. Je dirais, si on arrive à l'identifier et si c'est suite à une enquête à chaud, c'est-à-dire juste après le contact client, nous on le fait par exemple sur des NPS mauvais hein, pour certains clients. Si le NPS est inférieur, donc le Net Promoter Score, la recommandation, et que la personne dit oui, j'étais pas du tout satisfait, ou un CSAT, hein, effectivement une satisfaction mauvaise, de dire oui, je suis pas du tout grand, ben, on va contacter le client tout de suite parce qu'on sait très bien, et là toutes les études le montrent, que si on récupère très rapidement quelqu'un qui n'est pas satisfait, et en plus il l'a exprimé très clairement, vous pouvez vraiment le transformer en ambassadeur. Donc j'aurais tendance à dire, statistiquement, il ne faut pas le surévaluer. Dans l'action, oui, allez-y, il faut faire quelque chose. J'espère avoir répondu à cette question et on pourra échanger encore à la fin. Je continue la présentation. Je ne sais pas si vous voyez toujours la présentation ou vous voyez ma tête plutôt. Vous voyez, ouais, c'est tout bon? Parfait, alors je reviens ici. Donc, observation et collecte, donc ça c'est toujours dans cette phase préparation. Il va y avoir donc moi je vous préconise plutôt de faire une réunion de cadrage avec tous les responsables qui sont impliqués. Ça va vous permettre justement de définir les objectifs, le périmètre, ça on en a parlé, les axes d'analyse aussi, et surtout, ok, alors j'ai besoin maintenant de quels documents à collecter pour ça. Et au sein de plus grandes entreprises, ça peut être une vraie question, ça. Hein. Nous, on a perdu déjà 2-3 jours pour savoir qui peut me donner ça, donc qui possède quel document, qui est-ce que je dois rencontrer aussi, parce que évidemment qu'il y a le service client, mais on a intervenu par exemple pour une société de transport où il était important d'aller rencontrer le service marketing, le service RH, le service formation, parce que le service client a des interactions avec d'autres services, parce que les agents qui sont présents vont être recrutés par les RH, vont être formés par le service formation. Donc c'est important. Hein, c'est toutes ces choses-là qu'il faut se poser, qu'il faut poser dès le départ. Préparation des outils, adaptation des éléments. C'est-à-dire si on a décidé par exemple d'analyser des appels, des enregistrements d'appels, ça va être important de préparer les grilles. Et puis recueil de l'ensemble des données.
Et ça peut prendre un peu plus de temps. Et enfin, quels sont les entretiens avec les responsables, le copil. Je dirais que le document avec lequel vous devez ressortir, et on va faire un petit sondage juste après, c'est ça, le principal output, en bon français, c'est, et quand je dis après la première séance, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas la pièce tant qu'on n'a pas ça. Ça peut être un peu tendu des fois, il m'est arrivé de rester 3 heures dans une salle, bon, la dernière heure on se dit ouais c'est du temps perdu, mais ne partez pas de la salle en disant ah oui, on s'écrit puis on verra comment, non. Tout ce qu'on peut faire dans la salle avec le comité de pilotage, on le fait, et les rendez-vous, on les prend. C'est-à-dire que, ok, tu dois voir Julien, on appelle Julien. Julien, je peux te voir en semaine 20, ok. Et ça vous permet comme ça, dès le soir même, 1 heure après, l'ensemble du comité de pilotage a l'output ici. Je vais lancer un sondage, parce que ça m'intéresse, vu qu'on est entre la première et la deuxième partie. Vous voyez que la partie sondage, elle est sur votre droite, et je vais publier un sondage sur quels sont les éléments que vous analysez aujourd'hui pour votre service client. Alors, si ce n'est pas vous directement, ça peut être ce que vous savez en tout cas de votre entreprise. Donc là, normalement, vous devriez le voir apparaître. Donc, quels éléments d'analyse utilisez-vous aujourd'hui pour votre service client? Vous pouvez répondre plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Donc, j'ai essayé à chaque fois d'indiquer de quoi il s'agit. Le SLA, c'est le pourcentage d'appel pris. Donc, la résolution au premier contact, le first contact resolution, enquête de satisfaction juste après contact service client ou juste après. Alors, je vois que ça commence à répondre. Donc, vous pouvez cocher plusieurs, évidemment. On va se donner une petite minute pour ça. Est-ce que vous faites des écoutes de conversation en direct, des analyses d'enregistrement d'appels, des analyses d'email aussi, de chat, de courrier? Est-ce que vous débriefez? Parce que je connais des gens qui analysent ou qui écoutent, mais qui ne font pas le débrief en même temps, d'autres qui le font à chaque fois. Je vois autres mesures, ça m'intéresse. Et puis, rien de tout ça pour l'instant. Vous avez le droit et le vote est anonyme. Donc, vous pouvez dire que vous ne faites encore rien. Dans les autres mesures, vous pouvez préciser dans le chat, par exemple, ce que vous faites. Ça peut intéresser aussi les autres participants. Ça peut être une autre statistique. Ça peut être le Customer Effort Score que je n'ai pas mis là, par exemple. C'est-à-dire l'effort client que le client fait ou la sensation de faire, en tout cas, pour accéder à votre service. Alors, ce sondage est accessible, évidemment, y compris en replay. Donc, vous pourrez y aller. Je ne vais pas le clôturer. Je vous laisse encore voter, même le temps que vous voulez. Et puis, les gens qui ont mis autre, n'hésitez pas à partager avec les autres, parce que c'est ça le but. Ce n'est pas une conférence top-down, c'est de partager avec d'autres professionnels de la relation client. N'hésitez pas à dire en quoi consistent exactement les autres mesures. Et j'ai un courageux ou une courageuse qui me dit rien de tout ça. Alors, je vois une question d'Alexandre. Est-ce possible d'ajouter au questionnaire une question client, par exemple, sur les thèmes que les clients veulent développer au cours des 6 prochains mois? Alors, que je comprenne bien. Alexandre, c'est pour un questionnaire satisfaction, c'est ça? Si on fait un questionnaire satisfaction, c'est quel thème voudriez-vous voir? C'est peut-être dans le cadre de conférences, justement, ou de formation, quelque chose comme ça? Alors, si c'est ça, je vais imaginer que c'est le contexte, bien sûr. C'est toujours bien de partir des besoins du client. Il y a une petite limite à ça quand même. Je crois que c'est Ford qui disait, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient en 1920 faire pour que les calèches aillent encore plus vite, ils n'auraient jamais inventé le moteur à explosion et ils auraient dit on va ajouter 4 chevaux devant et ça ira encore plus vite. Donc, demander à ses clients, c'est bien, on est les premiers à le dire. Maintenant, si vous avez aussi ce qu'on appelle le saut créatif, vous avez aussi besoin des fois de bousculer un petit peu les gens et de leur proposer des choses dont ils n'ont pas forcément exprimé le besoin. Et ça peut être intéressant aussi. Donc, un mix des deux est toujours bon. J'espère avoir répondu à votre question. Et sinon, pareil, on y revient et puis on peut aussi y revenir plus tard. Je vais passer à la deuxième partie. Super, oui. Alors, effectivement, vous pouvez poser la question. Le risque, c'est que autant la voix du client est très importante, autant effectivement, si c'est un saut technologique ou un saut créatif de thème, peut-être que le client ne vous le donnera jamais. Donc, il faut aussi faire confiance à ses équipes et à votre imagination pour faire ce saut créatif, justement. Pour la deuxième partie, les analyses. Alors, quels sont les éléments d'analyse? Donc là, ce qui est important, c'est les angles, surtout. Nous, on a choisi 4 angles.
C'est-à-dire qu'on regarde en permanence en termes d'outils, de RH, de pilotage et puis d'organisation générale de l'activité. Mais à chaque fois, en tout cas, on va modéliser les performances, on va identifier les forces et les faiblesses, d'éventuels dysfonctionnements, ça peut arriver aussi, je vais vous donner des exemples tout à l'heure, et puis de pouvoir se comparer avec les meilleures pratiques. Là aussi, ça peut être intéressant parce que, vraiment, si on est seul dans son coin à se dire que je fais du service level de 80-30 et j'en suis très content, si la norme du client aujourd'hui, c'est plutôt 90-20, alors là, pour le coup, le client, hein, et ça va un peu dans la continuité de la réponse de la question posée tout à l'heure, le client, il ne réfléchit pas forcément en termes de secteur d'activité. Ce qu'il a vécu avec Amazon ou ce qu'il a vécu avec l'administration fiscale, si c'était très bon, parce que j'ai vu quelqu'un ce matin qui a posté des choses sur une bonne relation client administrative, mais il va vouloir la même chose lorsqu'il va appeler son service industriel ou son assurance. Et les gens ne fonctionnent pas forcément en benchmark, alors que, par secteur, alors que nous, on peut avoir tendance, et vous pouvez avoir tendance, à vous comparer toujours à des gens du même secteur d'activité. Le client, il est unique. Donc, il a posé sa fille ce matin à la crèche, il est allé faire une prise de sang, et puis il a appelé son assurance parce qu'il a eu un petit accident de voiture sur le chemin, parce qu'il est un peu tendu avec cette prise de sang et la crèche. Ouais. Et je suis en train d'inventer, hein, donc ça se voit, je crois. Mais, ouais. Et donc, faites attention à bien vous comparer aussi avec d'autres secteurs d'activité et ce que le client ressent vraiment. On peut analyser la qualité délivrée, celle qui est existante et ad hoc. Je suis toujours surpris de voir le nombre d'études qui existent au sein de certaines sociétés avec qui on travaille et qui dorment dans des tiroirs. C'est un peu dommage. Donc, ressortez-les des tiroirs et faites-le. Et on n'est pas obligé de faire des enquêtes à chaque fois ad hoc, c'est-à-dire construites sur mesure, mais ça peut être intéressant. Et puis, on peut aussi formaliser les résultats et les analyses. Alors, quelques analyses possibles. Là, par exemple, c'est un taux d'abandon. Alors, évidemment que il ne suffit pas de donner les chiffres comme ça. Hein. Il faut aussi, si c'est vous qui faites, par exemple, la mesure, il faut donner des inputs. Hein. C'est-à-dire, là, par exemple, des recommandations. Là, c'était dans le domaine des télécoms, je crois, une enquête qu'on a fait, un audit. Là, il nous semblait possible de diminuer le taux d'abandon au vu du nombre d'appels, nombre d'agents. Vous avez vu qu'on est toujours très diplomate hein, quand on dit les choses. Mais en gros, oui, vous êtes suffisamment nombreux pour prendre les appels et donc de limiter quand même largement ce taux d'abandon qui, vous voyez, pour l'année était à ce moment-là à presque 12%, alors qu'à notre avis, il pourrait être divisé par 2. Avec une meilleure organisation, et on explique après comment, hein, évidemment. Il y a des analyses et des chiffres qui peuvent faire mal. Exemple, hein, là aussi c'est un exemple réel. On s'est aperçu dans sur ce plateau, service client, que les heures loguées, alors que c'était un call center pur, hein, c'est-à-dire pas d'email, pas de chat à l'époque, moins de 16 minutes par heure en communication. Donc autant on n'est pas des forçats à dire il faut passer 50 minutes par heure en communication, autant 16 minutes, là quand même, c'est faible. Et puis surtout, moi ce qui me gêne le plus, si par exemple on doit communiquer ces chiffres après à la direction ou à un autre service, c'est qu'il y a quand même 53% du temps logué, petite faute d'orthographe, mais en tout cas où ils étaient inscrits hein, sur le service, où on ne sait pas ce qu'ils font. Alors bien sûr, on ne dit pas qu'ils ne font rien, ils sont sûrement en formation, ils sont peut-être délogués pour faire autre chose, voilà. Enfin là, ils ne sont même pas délogués, c'est ça le problème. Mais vous voyez qu'en rating, on voit à peu près, il est en train d'attendre un appel, mais not ready ou autre, c'est quand même 53% du temps où on ne sait pas ce qui se passe. Alors là, conseil, ce que je disais tout à l'heure, allez chercher les données brutes. Parfois, en pensant bien faire, le responsable informatique a déjà trituré les données et puis il vous donne des choses qui ne sont pas forcément justes. Donc, allez à la source, allez chercher. Un ingénieur télécom sait faire. Bon, ça, c'est une vraie problématique qu'on a depuis quelques années. C'est que souvent, télécom et informatique sont liés. Et parfois, pour certaines données, c'est bien d'avoir un vrai ingénieur télécom. Nous, à Nyon, on avait fait un audit pour une société assez importante qui est active dans toute l'Europe. J'ai dû aller chercher un ingénieur télécom pour aller chercher dans leur système parce qu'on avait donné, je dirais, la maintenance de ce service au responsable informatique qui faisait ce qu'il pouvait, mais malheureusement, il n'arrivait pas à sortir les statistiques. Donc, j'ai dû prendre un ingénieur télécom qui allait chercher tout ça. Les analyses, ça peut être aussi la qualité du discours. Autrement dit, voilà, je regarde. Alors là, j'ai pris l'exemple de la grille altaeva.ch que nous utilisons. Et ça permet de voir tout de suite où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis moins bon. Et puis, vous voyez la dernière ici, colonne, ça permet aussi de se comparer avec d'autres. Donc là, en l'occurrence, on est en plein dans le scope. Ce qui est le plus intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir se comparer, de dire, voilà, là, sur la phase de diagnostic et de proposition de solution, on est plutôt bon. Par contre, sur la phase
maîtrise de l'entretien et puis le choix des mots, en l'occurrence vocabulaire un peu trop familier, des mots négatifs, ben là on peut s'améliorer par rapport au total Altaeva, où là c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers d'appels qui ont été analysés. À ce propos, je vais lancer un deuxième sondage. Là, je m'adresse maintenant à vous en tant que... hop là, si j'y arrive. En tant que client, lorsque vous téléphonez à un service client, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous ne supportez pas plutôt. On a été négatif là. J'allais dire quelles sont vos attentes, mais on a plutôt dit qu'est-ce que vous ne supportez pas. Alors normalement, le sondage vient d'apparaître. Là aussi, vous avez le droit à plusieurs réponses possibles. Donc le temps d'attente trop long, le serveur vocal interactif, tapez 1, tapez 2, tapez fort, enfin, tout ça. Est-ce que l'agent maîtrise mal le français? Il est suisse-allemand, par exemple, et vous comprenez mal. Ou bien l'accent est trop marqué. C'est différent, hein, mal maîtriser une langue. Moi, je connais des gens qui ont un accent marqué, mais qui comprennent bien. Et personnellement, ça ne me dérange pas. Mais pour d'autres, ça peut être déjà l'accent qui dérange. Il ne s'intéresse pas particulièrement à mon cas, il ne me donne pas de solution. Là aussi, le autre, hein, vous pouvez le préciser dans le chat. Et puis, si vous êtes abonné à Petit Bambou et que vous êtes totalement zen quand vous appelez votre service client, vous avez toujours rien ne m'insupporte. Je suis totalement zen quand j'appelle un service client. Ça peut arriver. Hein, il paraît que les gens qui contactent Amazon sont très très zen parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une réponse. Alors, je vois que dans le chat, peut-être qu'on a précisé le autre. Applique bêtement une procédure, oui. Hein, le côté qui se transforme en script et où du coup la personne reste complètement bloquée. Ça, je peux comprendre. Et puis, alors qu'est-ce qui ressort le plus? C'est comme le temps d'attente, hein, largement. On avait fait une étude il y a quelques années auprès de 800 Suisses à peu près, et le temps d'attente revenait aussi largement en tête, je crois. Puis il y avait une particularité suisse que je ne vois pas ici, c'était le serveur vocal. Ils détestent le serveur vocal. Là, c'est plutôt ne me donne pas de solution. Donc, ok, super. Ben, merci d'avoir joué le jeu. Donc, je continue la présentation. Je vois que ça continue. Hop, il y a peut-être une question qui est venue. C'est qu'on me raccrochonnait. Ah, alors, je n'ai plus la statistique en tête. Je vais chercher du regard Jennifer Montiton qui me voit ici. Je crois que c'est un appel sur 2, mais j'ai un petit doute maintenant. On a fait une enquête sur la base d'appels mystères et de formulaires ou emails mystères auprès de plus de 70 entreprises basées en Suisse l'an dernier. Et pour les appels, je crois que c'est dans plus de 40% des cas, et je me demande si ce n'est pas un cas sur 2, où les personnes nous raccrochaient avant nous. Et ça donne cette sensation justement d'être accroché au nez, et ça c'est terrible. Donc Jean-François, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, et je partage largement. Et puis je vois que Julie, quand on est redirigé 4-5 fois, oui, alors ce qu'on appelle l'escalation, hein, là aussi ça peut être des choses qu'on met en place. Alors, par exemple, dans une analyse, nous, ça nous arrivait de faire ressortir ça. On a vu que à la fois les clients n'étaient pas contents de ça dans des sondages, et en même temps, nous, on s'en est aperçu, hein, parce qu'on a vu que le FCR, donc la résolution au premier contact, était très faible et qu'il y avait vraiment plusieurs points. Ben, voilà, c'est dans les recommandations, et on l'a fait après en plan d'action, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour que le FCR se développe, c'est-à-dire la résolution au premier contact, et je crois qu'ils ont gagné quelque chose comme 15 points en FCR, donc ça, c'est très bien. Il y a des sociétés dans le domaine de l'assurance maladie qui se concentrent uniquement en ce moment sur le FCR. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir une résolution au premier contact la plus haute possible. Ça, c'est vraiment... c'est un choix, hein, une fois de plus. Ah, on vous a vraiment raccroché au nez, Jean-François, d'accord. Oui, oui. Ah oui, alors ça, malheureusement, oui. Et il y a beaucoup en télémarketing aussi, hein, d'ailleurs. Et enfin, la troisième partie, je vais essayer de tenir ma promesse pour laisser aussi 5 minutes aux échanges, bon, même si on l'a fait là pendant, mais les actions. Là aussi, c'est dommage. J'en parlais lors du webinaire consacré aux enquêtes. On fait une enquête, on range, et puis on n'en fait rien. Ben là, pareil, on fait un audit, une analyse, une mesure, et puis, vraiment, OK, on sait où on en est à peu près, on voit, mais bon, non. Alors, dans les actions, ce qui va être important, alors nous, on a deux grandes phases. C'est d'abord l'évaluation des pistes d'amélioration. Et là, nous, on a 4 grands domaines. Alors, d'abord, oui, peut-être, qu'est-ce qu'on va faire dans les pistes d'amélioration? Il y a les propositions, la modélisation des bénéfices attendus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir derrière. Et puis, on peut aussi évaluer les coûts de mise en œuvre. Alors, quand je dis les coûts de mise en œuvre, ça peut être effectivement en argent, mais ça peut être aussi les charges internes ou externes en nombre de jours hommes ou jours femmes. J'espère que bientôt, on aura un autre terme, parce que ça m'embête toujours de parler de jours hommes. Et puis, des préconisations d'action aussi. Alors, d'abord, les quick wins, ceux qu'on peut faire très rapidement. OK, on se trompait dans les stats, on change la formule.
On a des horaires qui sont pas du tout, les horaires des agents correspondent pas du tout avec les horaires de flux entrants. Je l'ai vu lors d'une enquête, si vous aviez la double bosse comme ça pour les flux entrants, et la double bosse des horaires des agents était juste inverse. Donc, parfois, les agents étaient surchargés, ils étaient 6 et ils devaient recevoir 200 appels. Puis, des fois, ils étaient 20 et il n'y avait plus rien. Vous dites, c'est un peu bizarre. C'était historique. Les horaires étaient comme ça, les flux ont changé, on n'a pas adapté la planification, et voilà ce qui se passe parfois. Donc là, j'ai pris des exemples que j'ai rendus anonymes, évidemment. Nous, il y a 4 grands domaines, mais une fois de plus, ce n'est pas la Bible. On pourrait tout à fait organiser différemment. Organisation et activité, volumétrie et performance, les aspects ressources humaines, RH, où je vais mettre la formation aussi dedans, peut-être, et puis le pilotage de l'activité, avec à chaque fois des pistes d'optimisation et des bénéfices attendus. Pour l'instant, dans cette phase-là, moi, je vous conseille d'être assez large, parce que le but, c'est de pouvoir le présenter au comité de pilotage, et ensuite seulement, vous allez faire l'effort de voir combien de temps ou d'argent ça peut coûter. Mais là, dans la phase d'évaluation des pistes d'amélioration, c'est ce qu'on a vécu. Alors là, évidemment, je vous montre la synthèse. Chaque piste d'optimisation, c'est à peu près un slide où on va détailler pas mal de choses. Mais voilà ce à quoi on peut arriver sur, en tout cas, l'évaluation des pistes. Et puis ensuite, la phase suivante, c'est la préconisation du plan de mise en œuvre, où on va définir les clés de succès, on va décomposer les pistes d'optimisation en chantier et en sous-chantier, puis on va élaborer la fameuse roadmap. Vous avez tous entendu parler de la roadmap, la feuille de route, et voilà à quoi ça peut ressembler. Alors là, pour le coup, c'était plutôt en charge humaine, mais évidemment que ça peut être aussi des charges en termes d'argent. Vous voyez là, dans la phase planification, les pistes d'optimisation, et dans les chantiers planification, on va voir que il y a l'analyse complète et détaillée de la qualité de service par jour, par heure, ce qu'on n'avait pas fait dans la première étape. C'est une analyse assez large. On se dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et on voit que la charge chez la société chez qui on travaille, là, c'était 4 jours et 3 jours à l'externe, pas forcément avec nous d'ailleurs. Ensuite, comment est-ce qu'on définit de nouveaux process de planif? La planification, c'est ce qu'on appelle le workforce management dans un call center ou un service client. C'est toujours une angoisse. On a beau avoir des logiciels, parce que là, je vois que cette société-là n'avait même pas de logiciel, donc le but était aussi d'écrire un appel d'offres, voilà, je cherche le mot en français de RFP, donc un appel d'offres et une recherche de prestataires. Même quand on a un logiciel, des fois, il y a toujours des choses qui vont aller à l'encontre. C'est-à-dire quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases, voilà, vous devez respecter la loi en même temps, c'est pas la même sur tous les pays. Vous avez des prestataires aux Pays-Bas, un autre en Bulgarie. Bon, ça peut être un peu compliqué. Et puis surtout, vous voyez que la boucle est bouclée finalement, et ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin de l'intervention. Vous vous souvenez qu'au début, je vous avais dit de ne pas partir de la séance de comité de pilotage sans avoir la planification de ce qui va se passer. Là, c'est un peu pareil avec le plan de mise en œuvre. Quand vous avez choisi les 2-3 actions prioritaires sur lesquelles on travaille et les 2-3 actions secondaires, là, il y en a beaucoup. Je crois qu'on avait été un peu optimiste sur ce cas-là. C'est de repartir avec un plan, avec la charge globale. Alors, on peut mettre aussi les investissements, évidemment, et de vraiment repartir avec ça et d'avoir quelque chose de très détaillé. Vous voyez qu'ici, on a sur la planif, le quality monitoring, les RH, le reporting. Et puis, évidemment, à l'intérieur, si on utilise un outil de gestion de projet, on peut déjà installer, je vous conseille de le faire, qui va faire quoi. Parce que si on repart juste avec ça, pareil, on va tous se regarder dans le blanc des yeux, puis 2 mois plus tard, on va se dire, mais finalement, qui devait s'occuper de ça exactement? Non. Il faut qui fait quoi, quand, et c'est à ce moment-là qu'on y arrive. En résumé et en conclusion, je suis presque dans le timing, vous comprenez que oui, on a tendance à se focaliser lorsqu'on va mesurer, parce que la question était, peut-on vraiment mesurer la qualité de son service client? Oui, on peut la mesurer. Le risque, c'est de se focaliser sur la partie analyse. Et on se jette sur les stats. Et d'ailleurs, je travaille avec beaucoup de clients qui, lorsque je leur dis alors, où en est la qualité de ton service client, pour eux, qualité égale service level. C'est dommage, c'est une statistique parmi d'autres. Vous avez vu qu'il y a plein d'autres choses à mesurer. Et là, évidemment, je n'ai pas parlé de certaines données. En ce moment, les questions qu'on nous pose le plus, c'est qu'est-ce que je peux selfiser dans mon service client, puisque certains services clients ont été débordés au mois de mars-avril surtout. Et c'était dommage parce que certaines questions étaient vraiment de base. Jusqu'à combien j'ai le droit d'emprunter auprès de ma banque. Qu'est-ce que je peux faire pour faire racheter ça, ces questions-là, on doit les trouver dans les facs dynamiques, on peut les trouver avec un chatbot. Et voilà, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? Donc, bien sûr, la phase d'analyse est importante, mais l'analyse, elle sera bonne uniquement si elle est bien préparée en amont
Autrement dit, si votre phase de préparation a été bonne, et il faut mettre le temps et l'énergie dans cette phase de préparation, ne pas se lancer directement dans l'analyse. Et puis l'analyse, elle n'aura du sens à moyen terme que si vous en retirez des actions, autrement dit des recommandations et un plan de mise en œuvre. Voilà, donc moi je suis à disposition maintenant pour pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez aussi me contacter évidemment plus tard. Si j'ai parlé un peu vite, parce que c'est possible, je savais que j'avais beaucoup de choses à partager avec vous, vous pouvez revoir le replay, hein, vous allez recevoir ça dans 5 minutes. Mais évidemment, je suis ouvert à toute discussion. J'ai été obligé d'être assez généraliste. Évidemment, contre un helpdesk interne à une banque qui répond à des collègues et un prestataire qui a 10 services clients en Europe, on ne va pas fonctionner tout à fait de la même manière. Donc, je suis à disposition. Pour mesurer la qualité, on pourrait aussi simplement s'arrêter à du quality monitoring, mais à le faire de manière régulière. Donc, là, ça nécessiterait un webinaire à lui tout seul. Peut-être qu'on en fera un d'ailleurs. Et donc, voilà. Simplement, avant de répondre à vos dernières questions, vous pouvez toujours avoir accès aux 2 autres webinaires, hein, donc même après coup. Donc, pensez-y. Et moi, je vais retourner avec vous pour pouvoir répondre à vos questions, s'il y en a, évidemment. Alors, allez-y. Ou bien vous avez le droit de commenter aussi dans la partie chat, hein, évidemment. S'il y a des choses auxquelles vous attendiez que vous n'avez pas eu, au contraire, si ça va. Et alors, je vois une question de Jean-François. Il est arrivé, je voulais être sûr que ma réclamation allait être remontée au management. Je me suis rendu compte qu'il était impossible de court-circuiter le SAV. Ah oui, c'est vrai que les cas. Alors, ouais, c'est juste. Malheureusement, en tant que client, il peut arriver qu'on ait l'impression qu'on doit entrer dans un canal, un chenal même, hein, et puis on vous oblige à entrer là-dedans. C'est un peu dommage parce que si vous avez cette sensation-là, ou pire, si vous avez la sensation que vous ne pouvez pas émettre une réclamation, mais il y a 20 ans, c'était un peu moins grave, je dirais. C'est un peu triste hein, ce que je dis, mais il y a 20 ans, si vous ne pouviez pas le faire, finalement, ok, vous alliez en parler à votre femme, peut-être à votre beau-père au repas du dimanche midi, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, un client qui peut être frustré de ne pas avoir émis sa réclamation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'emparer des réseaux sociaux, et je crois qu'on a tous en tête des exemples, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn ou autre, de gens qui mettent sur la place publique finalement un problème qu'ils ont. Vous avez même des sites internet qui sont faits pour ça. J'avais fait intervenir en conférence il y a quelques années le responsable de Custplace, qui s'appelait avant SAV des marques, où justement, lui, son but, c'est d'offrir une plateforme où les gens peuvent se défouler pour pas qu'ils aillent dire de tout partout. Donc oui, Jean-François, pour bien traiter une réclamation, j'aime du côté de l'entreprise, il faut offrir plusieurs canaux aux clients. Et puis, j'imagine aussi que la réclamation n'a pas été bien traitée, parce que si vous vouliez remonter au management, c'est que, voilà, si normalement elle est bien traitée au départ, vous avez la sensation que la personne prend en compte et qu'elle va mettre en face une réponse appropriée, il n'y a pas de raison d'escalader. Mais il faut aussi qu'on prévoie l'escalade, effectivement. Et puis, je vois une question de Julie. Ose-t-on demander à un client de nous noter ou laisser un commentaire sur la plateforme de l'entreprise, ou est-ce que là, ça sonne trop forcé? Alors, moi, je dirais que c'est mieux si ce n'est pas l'agent qui le demande, hein, si ça vient d'office après coup, parce que sinon, évidemment, et ça m'est arrivé hein, chez un client, où c'était uniquement l'agent qui demandait à la personne de répondre ensuite. Évidemment, vous allez falsifier les résultats puisque l'agent va demander uniquement aux personnes avec qui ça s'est bien passé. Donc, faites-le plutôt même sur une courte période, mais auprès de tout le monde. Hein, à chaque fois, un SMS qui part, un email ou autre. Et ça vous permet comme ça de limiter la subjectivité. Et puis, attention à la question posée aussi. Pour aller un pas plus loin que la question de Julie, j'ai connu un opérateur télécom qui posait systématiquement la question à la fin, êtes-vous satisfait de la réponse qui vous a été donnée? Alors, quand il met 1 sur 5, il dit quoi exactement? Ou 1 sur 6, hein, parce qu'on est en Suisse. Est-ce qu'il dit qu'il n'est pas content de la collaboratrice? Peut-être qu'elle a très bien fait son métier, qu'elle a répondu avec un grand sourire, qu'elle a donné la bonne procédure, mais que le client n'a pas eu ses 3 mois gratuits, il n'est pas content. Et pourtant, cet opérateur à l'époque, qui n'existe plus, hein, c'était en Suisse, mettait un incentive, c'est-à-dire de l'argent, des primes, qui étaient liées à cette note-là. Donc là, il faut faire attention à la fois à, d'une part, la subjectivité, hein, donc il vaut mieux poser la question à tout le monde pendant un certain laps de temps, et puis à quelle question on pose, parce que sinon on peut avoir des réponses qui sont faussées. Et puis, Emmanuel, faut-il une mesure de la qualité universelle pour les canaux ou une mesure différenciée par canal? Ah, alors ça, c'est une grande question, et je pense que vous, qui êtes un spécialiste du sujet, vous devez le savoir. Les comparer entre elles, ça me semble difficile,
parce qu'on n'a pas affaire à la même population. Par contre, comparer par canal et avec un benchmark avec d'autres acteurs à la fois de votre secteur d'activité et d'autres secteurs aussi, là, ça peut être intéressant. Hein, peut-être que, comment je vais dire ça, la population cible ou le persona qui utilise le chat a des attentes qui sont peut-être un petit peu différentes que le persona qui utilise un email. Et encore au sein des gens qui utilisent l'email, vous pouvez avoir 4-5 personas, donc types de clients différents, pardon. Et donc, je serai en tout cas très prudent sur la mesure par canal. Je suis déjà très prudent sur la comparaison en général. Parce que quand je vois des sociétés qui mesurent le NPS entre différents cantons en Suisse ou différents pays, non. Parce que votre NPS en France, il sera de toute façon plus bas que votre NPS suisse ou allemand. Parce qu'un Français, quand il est content, il met 8. Et donc, il n'entrera pas dans les chiffres. Donc, comparer, je trouve toujours intéressant de se comparer, de pouvoir benchmarker avec d'autres. Maintenant, mais je suis intéressé, Emmanuel, d'avoir votre avis. Parce que je pense que vous avez dû le tester aussi et je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. Que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Hein. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On a encore 1 ou 2 minutes, hein, volontiers. Je vois que ça ne se bouscule pas. Donc, je pense qu'on a répondu à peu près à tout. Donc, restez attentifs. Alors, vous qui avez participé aussi à un webinaire, de toute façon, je vous préviendrai personnellement. On va lancer probablement d'autres webinaires avec d'autres thèmes. Alors, peut-être que le prochain cycle sera plutôt axé ressources humaines, mais ça pourra aussi toucher les gens des services clients. Hein. C'est comment on utilise, par exemple, le jeu en formation, la gamification, c'est un terme à la mode, mais pour intégrer les gens. Et puis, aujourd'hui, la question qui se pose, hein, comment est-ce qu'on fait du blend? Autrement dit, un petit peu en présentiel, mais un petit peu aussi à distance. Sachant qu'à distance, ce n'est pas forcément un format où il y a quelqu'un qui parle devant les autres. On peut aussi faire plein d'autres choses. Et puis, il y aura aussi des sujets spécifiques peut-être sur les services clients, puisque rien que le quality monitoring, je l'ai dit tout à l'heure, ça nécessiterait un sujet à lui tout seul. Donc, je suis entièrement aussi à votre écoute et on est preneur d'idées, hein, de sujets. Et on fera aussi intervenir au fur et à mesure de plus en plus d'autres personnes. Pourquoi pas des clients aussi à nous qui pourront témoigner. Donc là aussi, si on a dans la salle, hein, c'est un appel du pied que je lance. Donc voilà. Il me reste à vous remercier beaucoup pour votre présence. Je sais que vous étiez très nombreux inscrits, mais aussi très nombreux présents ce matin. À vous souhaiter une très belle journée et puis surtout un bon après-midi. Et d'ici 5 minutes, le webinaire sera en replay. Donc pensez à le dire aussi à vos collègues ou à vos copains ou amis qui pourraient être intéressés par le sujet. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie Jennifer Montiton qui m'a aidé aussi à mettre en place ce webinaire. Et puis, il me reste à vous dire à bientôt, à plus.